Bonjour tout le monde. Donc, Colline Derrefa, moi je suis chargée de mission emploi IAE à la Fédération des acteurs de la solidarité au siège. Donc, faire une petite intro. Donc, pourquoi déjà la Fédération des acteurs de la solidarité et la Fédération des GEC? Historiquement, ce sont deux fédérations qui sont très liées. À la naissance du premier GEC, donc en 91, si je ne dis pas de bêtises, voilà, la fédération après a contribué à co-construire le premier comité national des GEC. Voilà, donc c'est un partenariat qui dure depuis quasi le début des GEC, en tout cas, à une même période où la Fédé développait justement l'aspect insertion par l'activité économique, enfin cette mission IAE. Et voilà, et aujourd'hui, donc c'est un partenariat qui est assez renforcé dans ces dernières années, à la fois en soutien réciproque aux différents dispositifs, et aussi justement pour favoriser le lien entre les SIAE et les GEC. Donc on est vraiment dans cette dynamique. Savoir aussi que la Fédération des acteurs de la solidarité est membre du conseil d'administration de la Fédération des GEC notamment. Aussi, pourquoi ce lien? On le retrouve évidemment dans le pacte Ambition IAE, voilà, qui a été donc, publié en septembre 2019. Voilà, on voit bien que maintenant, on parle, c'est très clair dans le pacte, d'inclusion. Donc, on regroupe les SIAE, le milieu, donc entreprises adaptées, ESAT, les GEC, et aussi les entreprises en général. On le retrouve aussi dans le titre le Haut Commissariat à l'inclusion, à l'engagement des entreprises. Donc voilà, on est vraiment dans cette dynamique aussi en termes de politique publique, de paysage autour de l'inclusion voilà, qui regroupe un certain nombre d'acteurs. Dans le pacte ambition, il est précisé justement par rapport aux mesures sur les GEC que l'orientation en parcours GEC de personnes en fin de parcours au sein des SIAE sera encouragée chaque fois que cela est pertinent. Donc on est bien dans une logique effectivement de parcours. Alors nous, on irait un peu plus loin en disant que ça peut être dans les deux sens. Ça peut être aussi d'une SIAE vers un GEC, mais d'un GEC aussi vers une SIAE dans une logique vraiment d'accompagner les personnes en fonction de leurs besoins, parce que ça ne répond pas non plus exactement. Enfin, les GEC, Adeline en parlera, on est dans l'accès à la qualification, mais aussi dans l'accompagnement quand même dans l'emploi et vers l'emploi. Et la relation entreprise, puisque vous verrez, donc on va vous présenter notamment Sève Emploi, qui est vraiment axé sur justement favoriser la relation entreprise et l'accompagnement des entreprises dans l'emploi et vers l'emploi. Donc vous verrez là, donc on retrouve vraiment ces dynamiques dans les deux dispositifs. Voilà, donc je vais tout de suite laisser la parole à Marine qui va vous présenter le programme Sève Emploi, et puis on parlera des GEC après. Et oui, je ne sais plus si Adine, tu l'as dit, la proposition, c'est qu'on puisse échanger, se poser des questions en fin de présentation. Donc, on va essayer de laisser 15-20 minutes à la fin pour qu'on puisse échanger ensemble. Exactement. Eh ben, merci Colline pour l'introduction. Je suis Marine Toussion, je suis la responsable du programme Sève Emploi, qui est un programme qui œuvre en faveur de l'emploi durable pour tous et toutes. Donc après une première phase expérimentale qui devait tester une idée assez simple, c'est est-ce que les SIAE aujourd'hui, elles peuvent devenir les principales partenaires des entreprises, en particulier les TPE et les PME, sur des sujets de recrutement, d'intégration en milieu du travail et du maintien dans l'emploi. Et ensuite, est-ce que tous ces sujets font qu'on favorise le retour à l'emploi durable des salariés en parcours de transition? Sève Emploi, c'est un programme qui a réussi à se situer à la croisée des mondes de l'entreprise et des acteurs de l'inclusion, puisque cette première phase expérimentale a été plutôt un succès et que nous sommes actuellement sur une période d'essaimage, donc depuis 2019 et ce jusqu'à 2022. Ce sont normalement 315 SIAE qui devront être accompagnés dans le cadre du programme Sève et pour parvenir à cet objectif d'emploi durable. Donc actuellement, en 2020, nous accompagnons 45 SIAE sur 8 régions. En 2021, nous faisons entrer 5 nouvelles régions, dont les Hauts-de-France, pour accompagner 90 structures. Et en 2022, ce sera 180 structures qui seront aussi formées à leur tour. Donc, dans cette optique, CEF va proposer aux SIAE volontaires de devenir médiateurs pour l'emploi sur leur territoire en faisant évoluer les pratiques des équipes permanentes par le biais de la formation-action. Donc, le biais de la formation-action, c'est le schéma que vous voyez à votre écran, ça c'est la démarche SEV, c'est-à-dire qu'on a notre objectif qui est central, c'est l'emploi durable pour tous et toutes, et on a des grands principes
qui sont les 4 carrés jaunes tout autour. Donc, l'action révèle les atouts. Chaque salarié décide de ses objectifs d'emploi. Et là, on parle des salariés notamment en transition dans les SIAE. Tout le monde est employable et changer les organisations, non les personnes. C'est-à-dire que dans SEV, quand on s'est dit il faut que le rôle de médiateur revienne au SIAE, on s'est aussi dit il faut que ce rôle permette au SIAE de pouvoir lever les a priori qu'ont les entreprises sur les salariés en transition. Il faut que les SIAE soient en mesure de mieux connaître tous les autres acteurs qui sont présents sur le bassin d'emploi. Il faut qu'elles puissent être aussi reconnues elles-mêmes comme des acteurs centraux et qui sont force de proposition pour créer des partenariats, et notamment SIAE entreprises. Et il faut bien évidemment pouvoir améliorer ces méthodes et ces stratégies d'approche vers les entreprises. Donc, comment est-ce que la formation action et la médiation active peuvent être des réponses pour les SIAE? Dans SEV, ce qu'on propose, c'est 10 journées d'accompagnement en formation action qui vont être dispensées auprès de toute l'équipe de la SIAE par une formatrice ou un formateur qui va accompagner la structure sur toute l'année. Donc, ça fait par exemple, on va dire à peu près un rendez-vous de 1 journée par mois axé sur la formation action. Et cette formation action SEV, elle va partir du terrain. C'est-à-dire que le premier jour où la formatrice ou le formateur arrive dans la SIAE, sa première question, ça va être à l'entreprise, à la SIAE, pardon, ça va être que faites-vous pour permettre à vos salariés de sortir en emploi durable et qu'est-ce qui fonctionne chez vous? Et ensuite, à partir de ce que fait la SIAE, des méthodes qui déjà fonctionnent, on va tirer un peu le fil et on va essayer de trouver des possibilités de levier pour aller toujours un peu plus loin et pourquoi pas corriger aussi certains petits dysfonctionnements. Ce qui est très important, c'est que la totalité de l'équipe de la SIAE doit être associée à cette démarche, puisque ce principe de retour à l'emploi durable pour les salariés en transition, ça repose principalement aussi sur un binôme qui est le CIP ou la CIP et le T. C'est important que ces 2 personnes, ces 2 rôles travaillent en binôme et que les 2 soient associés pour éviter toute tension entre la production et la médiation. À l'issue des 10 journées de formation-action, normalement, nos SIAE sont jugées comme autonomes dans leur rôle de médiateur et elles vont disposer librement de tous les outils qu'elles auront eu l'occasion de co-construire avec le formateur ou la formatrice. Donc, ça, c'est déjà un premier pilier, la formation-action. Et pour compléter ce pilier, puisqu'on ne peut pas uniquement agir à l'intérieur des SIAE, la structure peut changer ses méthodes, mais il faut aussi aider la structure à évoluer dans un environnement qui est favorable aussi au changement des méthodes et à la conduite du changement. Et ça, c'est un deuxième pilier qui s'appelle l'animation régionale, puisque dans chaque région, il y a une personne en place qui est animateur ou animatrice et qui est en charge de l'animation locale du dispositif et qui va permettre un meilleur maillage territorial de l'action et qui va encourager aussi la SIAE à coopérer avec les différents acteurs qui sont engagés dans la lutte contre le chômage de longue durée. Donc, ça va être les missions locales, ça va être Pôle emploi, ça va être les autres SIAE, qu'elles fassent partie de SEV ou non. C'est effectivement aussi les entreprises et puis c'est aussi les directs. L'animatrice part aussi des attentes qui sont exprimées par les SIAE SEV, c'est-à-dire que plus la SIAE avance dans son cheminement et change ses pratiques avec son formateur ou sa formatrice, plus elle va pouvoir identifier aussi des freins qui sont externes à sa structure, qui font partie de son environnement et qui même si elle change ses pratiques, vont la bloquer pour sortir ses salariés en emploi durable. Dans ce cas-là, on va avoir l'animateur ou l'animatrice qui a pour objectif de provoquer du changement positif sur le territoire de la SIAE. Et ça, c'est notamment, ça passe par la mise en place et surtout la mise en œuvre d'un plan d'action qui est régional et qui va mettre tout l'écosystème local au service de l'emploi, donc les représentants d'entreprise, les autres SIAE, tous les acteurs qu'on a précédemment cités, pour les aider à mettre des actions en place. Et ces actions, elles s'articulent principalement autour de 3 grands axes qui sont le pilotage de l'IAE par les pouvoirs publics et le cadre de travail réglementaire et technique. Il y a aussi un deuxième axe qui va être l'emploi et la formation professionnelle. Et un troisième axe qui est celui de l'accompagnement global des salariés vers et dans l'emploi. Donc, ce sont 2 piliers dans SEV, une formation-action et une animation régionale. En dernier point, il y a aussi un autre outil que nous utilisons beaucoup dans SEV, c'est-à-dire que certes, on fait
eh bien, on sélectionne des structures et toutes les structures qui sont candidates ne sont pas nécessairement sélectionnées puisque, comme je vous l'ai annoncé, on a des chiffres qui sont restreints dans cet essaimage. Mais il y a en place une plateforme de formation qui est accessible en ligne, qui s'appelle Plateforme de formation Sève Emploi. On aurait peut-être dû afficher, ou peut-être qu'on a le lien qui peut s'afficher sur l'écran. C'est une plateforme qui est alimentée par les formateurs et les formatrices qui déploient la formation action au sein des structures. Donc, ça veut dire qu'il y a des parcours qui sont alimentés par les besoins des SIAE qui sont déjà suivis dans SEV. Et donc, on trouve des leviers qui peuvent être appliqués aussi dans d'autres SIAE, qu'elles fassent déjà partie de SEV ou non. Elles peuvent s'en inspirer. On va aussi trouver des témoignages de structures qui sont dans SEV et qui sont à différents moments de leur accompagnement dans SEV. Donc, elles peuvent être au début ou alors elles sont déjà sorties. Il y a de la phase expérimentale et ça fait une petite année ou deux qu'elles sont dans SEV et qu'elles ont changé leur méthode et conduit leur changement à l'intérieur de leur structure. Et puis, on va aussi avoir des témoignages des personnes en charge de l'animation territoriale, donc sur les plans d'action, sur les actions qui ont été mises en place sur un territoire, ou alors sur comment est-ce que ces personnes-là, les animateurs et les animatrices, vont essayer d'identifier les freins externes au SIAE. Donc voilà, ça c'est un outil qu'on peut tout à fait diffuser. Et ensuite, ne pas oublier que SEV est encore dans une période d'appel à mobilisation. Et pour les Hauts-de-France, c'est la première année où on va déployer le programme, donc en 2021. L'appel à mobilisation, il est ouvert jusqu'au 6 novembre, c'est-à-dire que jusqu'au 6 novembre, les structures intéressées peuvent manifester leur intérêt. Et on avait la carte de visite de Émilie Hogarth qu'on peut tout de suite afficher puisque c'est elle qui sera en charge, voilà, Émilie Garbe, chargée de mission et surtout animatrice du dispositif Sève Emploi pour les Hauts-de-France. Donc, si des structures sont intéressées ou pour tout renseignement sur Sève dans les Hauts-de-France, il faudra s'adresser à Émilie. Pour moi, c'est bon sur la présentation de Sève, à moins que je puisse approfondir un point en particulier. Où je laisse la parole tout de suite à Marie-Yvonne, il me semble. Je vais mettre dans la conversation le lien vers la plateforme. Top. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Alors, Marie-Yvonne Orlandini, donc effectivement, moi je suis gestionnaire d'une ressourcerie. Une ressourcerie, c'est un dispositif qui gère des biens qui auraient dû être, qui ont été détournés et qui ne sont pas des déchets, qui deviennent des biens réutilisables et qui nous servent de matière première à travailler dans nos ateliers. Nous sommes une ACI, une action chantier d'insertion. Nous avons 37 postes conventionnés pour les salariés en parcours ou en transition et nous sommes 8 permanents. Voilà, donc les activités, c'est la collecte chez le particulier, la collecte en déchetterie, le retour à l'atelier, la valorisation et la finalité dans la boutique solidaire dans laquelle je suis actuellement. Voilà, donc du coup, effectivement, nous avons été dans les structures IAE expérimentatrices fin 2017 et 2018-20 et jusqu'à 2020. Les 10 premières structures expérimentatrices, nous nous sommes lancés dans ce dispositif parce que nous nous posions beaucoup de questions sur la sortie à l'emploi. Nous n'étions jamais, évidemment, dans les obligations par rapport aux attentes des tutelles que sont l'État et le département, et le FSE, parce que nous avons un financement FSE. Et on avait tenté plusieurs choses qui n'avaient pas trop bien marché. Et du coup, quand il y a eu la proposition du cahier des charges de Sève, avec l'équipe, on s'est dit que peut-être ça nous aiderait à avancer. Et voilà, donc on a candidaté, on a été retenu. On a travaillé, donc on a fait ce dont a parlé Marine, sur lequel je ne reviendrai pas, toute la partie formation action pendant 2 ans. Et là, cette année, nous sommes dans SEV2 pour une deuxième partie qui est l'accompagnement des salariés qui sortent un emploi et un accompagnement dans l'entreprise pour que les salariés aient le plus de chances possible de se maintenir dans l'entreprise.
Donc, ce que je voulais souligner, c'est que nous, c'est quelque chose qui a été très, comment dire, qui nous a fait beaucoup réfléchir, beaucoup travailler. C'était pas du tout évident au début, malgré le fait que toute l'équipe était partante, était engagée et avait envie. Mais ça bouge énormément de choses, la formation SEV, de façon favorable, c'est-à-dire que au départ, tous les changements sont parfois dans nos équipes un peu, voilà, il y a quelques freins, mais avec le recul des quasi 3 ans, je peux dire que c'est quelque chose qui a été totalement bénéfique. Ça nous a permis d'avoir un autre positionnement, ça nous a permis de travailler bien différemment la question de l'accompagnement. Nous, on est une association ancienne et nous sommes nombreux à être issus du travail social et assez âgés, entre guillemets, dans le travail social. Et on a été formés à la question de la levée des freins. C'est-à-dire que d'abord, on règle la question du logement, puis on règle la question de la santé, et au bout du compte, si on peut, on règle la question de l'emploi. Et là, c'est vraiment une pensée qui est totalement inverse à ce processus-là, à savoir qu'on a d'abord la mise en emploi et à partir de la mise en emploi, on travaille les questions qui sont les questions de freins éventuels. Et on se dit que si on arrive à trouver des solutions au regard de l'emploi, on aussi parallèlement réglera les autres questions. Et ça a été vraiment toute une démarche et une découverte pour nous. Voilà. Ce que je souhaitais souligner aussi, c'est la question de la temporalité. Je n'ai qu'une chose à vous dire, c'est vous engager dans ce dispositif et cette formation qui est vraiment très, très riche et qui est aidante pour les équipes, mais qui est surtout, au bout du compte, très aidante pour les entreprises de votre territoire et les salariés en parcours. Parce qu'il y a ces connexions qu'on n'arrive des fois pas à faire et la formation est très aidante pour nous équiper sur la question de ces connexions entre le salarié qui recherche de l'emploi et l'entreprise qui cherche des salariés, mais qu'il faut accepter de prendre le temps. Voilà. Il faut accepter de passer les étapes du changement. Il faut accepter que dans les équipes, il y ait des collègues qui soient des degrés divers d'adhésion et d'intégration de la démarche. Il faut prendre le temps. Nous, on est vraiment sur quelque chose qui est très, très porteur du point de vue des salariés en parcours et du point de vue des entreprises cette année, c'est-à-dire au bout de 2 ans et demi. Et malgré le Covid, c'est une année où on a énormément de sorties en emploi ou sur de la formation qualifiante. On est à plus de 50%, ce qui ne nous était jamais arrivé. Voilà. Donc, du coup, c'est très satisfaisant. Alors, peut-être que vous aurez l'impression que je suis trop enthousiaste, mais je crois pas. Je crois que vraiment, c'est une méthode qui a fait ses preuves dans d'autres. On était 10 expérimentateurs il y a 2 ans et demi, 3 ans, et on est tous très satisfaits de cette démarche et de comment ça a transformé nos équipes et comment. Alors, il y a aussi des collègues moi j'ai par exemple un collègue encadrant qui est parti en cours de route parce que c'est une démarche à laquelle il n'a pas pu adhérer. Mais bon, du coup, nous, on est dans une grande association, donc ce n'était pas un problème. Il a trouvé un poste sur un autre service. Et on a un nouveau collègue qui est totalement adhérent à la démarche et voilà, et pour lequel ça ne pose aucun problème. Donc, il y avait la question de la temporalité. Nous, on avait une CIP et on a créé un demi-poste supplémentaire d'une animatrice emploi. Donc, la fonction de l'animatrice, ça, c'est dans la réflexion de Seb. L'animatrice emploi, c'est une jeune professionnelle. Elle a pour mission de tenir à jour de façon très régulière et pointue les profils emploi des salariés, de les accompagner au départ et puis juste de les soutenir dans tout ce qui est réponse formalisée aux offres d'emploi classiques, et aussi de faire des ateliers emploi, de faire des simulations d'entretien d'embauche, de créer des actions de type job café, de type rencontres, comment on dit, des rencontres. Elle accompagne les salariés à l'entreprise sur des Marine, aide-moi,
quand on va à l'entreprise sans cette La prospection. Voilà, de la prospection, merci. De la prospection directe, c'est-à-dire qu'elle part avec 2 ou 3 salariés qui ont des projets dans des domaines particuliers et ils ont fait en amont tout un travail en atelier pour dire on voudrait être vu dans telle entreprise, telle entreprise, telle entreprise. Et du coup, il y a de la prospection directe qui se fait en entreprise avec cette jeune personne qui fait l'animation. Voilà. Et donc, du coup, du côté de l'entreprise, on a aussi, alors là, on a encore du travail à faire sur l'offre de services à proprement parler de notre SIAE envers l'entreprise, mais on s'appuie beaucoup pour créer notre réseau d'entreprises qui commence à bien fonctionner. Donc, du coup, on a plusieurs outils. On a donc les prospections directes. On s'appuie sur les PMSMP, les mises en situation en stage dans les entreprises et le suivi et le contact avec les entreprises nous permet d'intégrer ces entreprises dans notre portefeuille et notre réseau. On crée aussi, ce que je vous disais, des manifestations au sein de la SIAE. Par exemple, là, début décembre, on invite 4 agences d'intérim pour venir faire de la rencontre directe avec les salariés en parcours qui sont chez nous. Pour faire une rencontre directe au sein de la SIAE. On a une newsletter, ça c'est tout nouveau. On a créé une newsletter en direction spécialement des entreprises partenaires et des entreprises de notre réseau. L'objet de la newsletter, c'est de les tenir au courant de ce qu'on fait, des sorties en emploi, des profils qui arrivent, les nouveaux profils qui arrivent, voilà. Qu'est-ce que je peux dire encore qui est important? Voilà, on arrive au bout des 3 années. Par exemple, on a été contacté 2 fois cette année par des entreprises qui, c'est en train de s'articuler, qui disent, voilà, on a travaillé avec vous dans tel et tel domaine, vous nous aviez dit que vous aviez potentiellement des profils, voilà, on est à la recherche de tel profil, est-ce que vous l'aviez, est-ce que vous ne l'avez pas, voilà. Il arrive un moment où le réseau d'entreprises aussi fait appel à nous et c'est dans ce sens aussi qu'on travaille, c'est qu'à un moment donné, on ne soit pas uniquement dans cette démarche d'aller les solliciter, mais qu'aussi à un moment donné, quand ils ont besoin de main-d'œuvre, puissent se dire, ah tiens, la ressourcerie Laclede, on a bossé avec eux, peut-être qu'ils ont des profils qui correspondent. Voilà. Ça commence à fonctionner maintenant. Je sais pas, alors après, peut-être revenir, Marine parlait de l'écosystème, effectivement, de la SIAE. Hein, pour que ça fonctionne, il faut aussi que vos partenaires, que sont Pôle emploi, les directs, les conseils départementaux, les GEC, si vous travaillez avec les GEC, les autres associations avec lesquelles vous bossez, soient au fait de votre démarche et soient participants. Parce que, du coup, par exemple, je vois avec Pôle emploi, avec lesquels ce n'est pas toujours très facile, quand on a beaucoup de sorties, il faut qu'il y ait beaucoup d'entrées et d'entrées rapides parce que toutes les personnes qui m'écoutent et qui sont dans les SIAE savent qu'on a un taux de réalisation qui doit être maintenu puisque ça met en jeu nos financements et notre budget de fonctionnement. Donc, il est hors de question que les postes restent découverts. Donc, du coup, ça suppose que les collègues de Pôle emploi de vos territoires soient au fait de votre démarche et qu'ils s'engagent à leur niveau et à leur façon en disant ben oui, vous allez avoir beaucoup plus de sorties à l'emploi, mais nous, peut-être qu'on va pouvoir vous proposer plus de candidatures. Alors, on vient de s'inscrire, nous, dans la plateforme MeToo. Là, je ne sais pas si ça va avoir beaucoup d'influence, de changement ou pas. Je n'arrive pas encore à l'évaluer. Mais du coup, voilà. C'est vrai que l'environnement, l'écosystème dans lequel vous vous trouvez, votre territoire, s'il est rural, urbain, semi-rural, enfin voilà. Effectivement, c'est quelque chose qui se travaille avec chaque structure et son environnement particulier. Je vais m'arrêter, peut-être que
du coup, on se revoit s'il y a des questions, peut-être. Merci. Merci Marie-Yvonne. Oui, effectivement, on en profitera à la fin pour pouvoir échanger s'il y a des questions. Faire une transition très, très rapide, mais c'est vrai que vous avez beaucoup parlé, Marine, aussi de l'importance effectivement de l'écosystème et quand on parle de favoriser en fait, son réseau d'entreprises. Et c'est vrai que là, pour faire le lien avec les GEC, que Cadeline va nous présenter, c'est vrai que les GEC aussi font partie de l'écosystème des SIAE, à la fois en tant que déjà qu'entreprise, c'est des groupements d'employeurs, donc employeurs potentiels aussi pour favoriser le WAC d'ANSEF, ça c'est comme un principe de base, l'action, donc des visites, des échanges, des secteurs d'activité, des PMSMP, ainsi de suite, mais aussi du coup dans la philosophie, on va dire, et à la fois des leviers, des constats, des leviers aussi qui sont identifiés et mis en place, aussi bien qu'on retrouve dans CEP qu'au niveau des GEC, pour aussi favoriser vraiment, et ça se rejoint à l'accompagnement dans l'emploi, vers l'emploi et dans l'emploi. Voilà, donc je laisse la parole à Adeline qui va nous présenter les GEC. Oui, je pense qu'au fur et à mesure de la présentation, vous allez voir ces liens, ces parcours qui sont possibles entre SIAE et GEC. Et effectivement, les GEC viennent de rentrer dans ce monde de l'inclusion à travers le pacte d'ambition de l'IAE dont tu parlais tout à l'heure, Colline. Et donc, moi, je vais vous présenter du coup ce qu'est un GEC. Et je laisserai du coup François vous présenter. Donc, il est directeur d'un GEC dans les Hauts-de-France et il vous présentera son GEC et sa spécificité puisqu'il est lui orienté sur le monde du handicap. Voilà. Donc là, vous voyez mon écran. Donc les GEC, donc c'est au niveau des mots, tous les mots sont importants. Groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification. Donc, groupement d'employeurs, c'est parce qu'en fait, ce sont des associations d'entreprises. Donc, contrairement à ce qu'on a pu voir tout à l'heure, en fait, le GEC, lui, prend le parti dès le départ, en fait, de partir de l'entreprise, du besoin de l'entreprise et d'aller chercher des personnes, en fait, qui sont considérées comme éloignées de l'emploi pour leur proposer une formation et une qualification sur ces métiers où les entreprises recrutent. Donc, l'association, ce GEC qui se crée, c'est vraiment une association d'entreprises. Donc, elle est dirigée et pilotée par des entreprises. Et il y a un label autour de ce dispositif, le label GEC, qui est délivré du coup une fois par an par une commission mixte nationale. Donc, tous les ans, une commission va examiner la qualité du travail qui est effectué au sein du GEC et redonner ou non l'appellation à la structure. Donc aujourd'hui, on compte aujourd'hui du coup 178 GEC partout en France. Un tiers du réseau est constitué aujourd'hui de GEC spécialisés dans le secteur du BTP, puisque les GEC vont avoir du coup une portée à la fois territoriale et sectorielle la plupart du temps. On a un certain nombre de GEC aussi qui se disent multisectoriels, qui regroupent plusieurs secteurs. Mais aujourd'hui, on retrouve majoritairement des GEC dans le BTP, dans l'industrie et ensuite dans l'ensemble des métiers aujourd'hui où on a des difficultés de recrutement sur des premiers niveaux de qualification. Voilà. Donc, la manière dont fonctionne le GEC, donc le GEC va du coup avoir un réseau initialement d'entreprises avec des besoins de recrutement. Et du coup, les permanents de l'association vont aller recruter des salariés, donc aller faire tout un travail de sourcing avec les acteurs dont on parlait tout à l'heure, hein, Pôle emploi, Mission locale, OPCO, SIAE aussi, voilà, acteurs sociaux, enfin voilà, un certain nombre de structures vont passer des annonces d'emploi pour trouver du public et vont construire ensuite un parcours de formation adapté aux besoins des entreprises. Et donc, le GEC va recruter du coup ce salarié. Donc, c'est lui qui va porter le contrat de travail. Voilà, c'est ce qui fait la spécificité du groupement d'employeurs. Va porter ce contrat de travail et va mettre à disposition la personne dans un parcours d'alternance. Donc, en fait, on va se retrouver avec… Donc, les GEC ne signent que des contrats en alternance et du coup la personne va alterner entre mise à disposition dans l'entreprise et temps en formation, en organisme de formation. Et du coup, il va pouvoir
sur un parcours qui peut durer de 6 à 24 mois, va pouvoir acquérir un certain nombre de compétences avec pour finalité, du coup, d'être recruté soit au sein de l'entreprise, soit au sein d'une autre entreprise, soit poursuivre son parcours par la suite ailleurs. Et du coup, les GEC s'entourent d'un certain nombre d'acteurs, donc le SPE, mais aussi les OPCO pour la partie formation, des partenaires institutionnels, les SIAE, et puis un certain nombre d'associations, puisqu'en fait, le GEC, tout au long du parcours, va faire cet accompagnement dont on parlait tout à l'heure aussi, cet accompagnement à la fois social et professionnel, donc lever certains freins qui peuvent arriver soit pendant le parcours, soit voilà, on détecte dès le départ que la personne elle aura besoin d'un accompagnement sur tel ou tel sujet. Et du coup, vraiment, cet accompagnement a pour objectif d'éviter au maximum les ruptures de contrat et s'assurer que la personne pourra s'insérer durablement dans la société, dans la structure, l'entreprise ensuite. Aujourd'hui, on compte donc 178 GEC partout en France. En termes de taux de sortie, en 2019, on était sur 68% en emploi et 55% en emploi durable, donc des CDI ou des CDD à la sortie du GEC. Voilà. Je vais peut-être laisser du coup François vous présenter son GEC pour que vous puissiez comprendre plus concrètement à quoi ça ressemble. François, il faut que tu allumes ton micro. Attends, hop. Voilà. Bon, vous m'entendez? Il n'y a plus la diapo. Bonsoir à toutes et tous. François Delannoy, directeur du GEC Emploi Handicap Hauts-de-France. Quelle horreur de parler devant un écran. Et... oh là 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 là. Mais bon, on va s'y faire vivement à la fin du Covid, parce que c'est une horreur. Hein. Surtout pour nous, et quand je dis nous, j'ai voilà, tout ce qui est derrière votre écran, qui travaillons dans l'humain, c'est une horreur de parler devant un écran. Oui, effectivement, pour évoquer et rebondir sur ce que dit Adeline, un GEC, c'est vraiment un dispositif d'entreprise. Enfin, on n'existe que par et pour les entreprises qui ont décidé de se doter d'une structure pour aller chercher des publics qu'elles n'arrivent pas à recruter. C'est vraiment le cœur même du dispositif, parce que l'objet de ce webinaire, c'est l'entreprise au cœur de l'inclusion. C'est effectivement l'objet même d'un GEC de partir de l'entreprise. Donc, on est une association d'entreprises, comme disait Adeline, et on va aider ces entreprises à aller chercher des publics éloignées de l'emploi qu'elles n'iraient pas chercher naturellement, parce qu'elles n'ont pas le temps de le faire, parce qu'elles ne savent pas faire, et charge à nous, GEC, d'aller chercher ces publics. Et c'est là où on a besoin du concours de tous les acteurs du SPE, de l'IAE, etc., pour leur permettre de rentrer dans l'entreprise et leur permettre de rentrer dans l'entreprise en leur donnant un métier. Parce que voilà, on ne cherche pas des gens formés, ça, ce n'est pas notre job. Plein de structures qui font ça, il y a l'intérim, etc. Nous, c'est d'aller chercher des gens qui ne connaissent rien, donc de parier sur le potentiel de public qui sont un peu à la marge de l'entreprise, qui sont à la porte de l'entreprise, mais on y croit et on se dit, ben voilà, avec ce public, s'il est bien accompagné, s'il est bien formé, s'il est bien tutoré, on est persuadé que l'intégration dans l'entreprise va bien se passer. Et on fera en sorte que cette formation et cette alternance dans l'entreprise soit une réussite pour que la personne reste dans l'entreprise. On n'a pas pour les GEC, on n'a pas pour vocation de garder les gens. On est vraiment un tremplin à un moment donné dans le parcours d'accès à l'emploi d'une personne, de faciliter cette marche de l'entreprise et donner toutes les chances de réussite à ce contexte, à cet environnement de l'entreprise. Voilà, donc nous, la particularité au GEC Emploi Handicap, c'est qu'on est déjà un GEC multisectoriel, c'est-à-dire qu'on est en capacité de travailler avec tout type d'entreprise par rapport à d'autres GEC qui sont plutôt secteur d'activité. On évoquait BTP, propreté,
travaux publics, etc. Et nous, la deuxième particularité, mais là c'est plus lié à mon parcours, à mon historique, c'est voilà, qu'on travaille que sur le public handicapé. C'est-à-dire qu'on va partir des besoins de l'entreprise qui dit, ben voilà, j'ai un recrutement à faire, j'ai besoin de recruter quelqu'un qui a un bac ou qui a un bac +2. Bah oui, aujourd'hui dans les entreprises, on est très diplôme, hein, c'est très très franco-français ça. Et ben nous on va dire à l'entreprise, super, mais nous votre bac +2 c'est pas un critère d'entrée, c'est on va plutôt travailler avec quelqu'un qui a un bac -2 et ensemble on va le former à vos métiers. Et donc, il faudra laisser un peu le temps au temps à la personne de trouver ou de retrouver le monde de l'entreprise, de retrouver un collectif de travail et de laisser le temps au temps, effectivement, de se former à un nouveau métier. Et donc là, c'est ce qu'on fait, là aussi, nous, avec des personnes en situation de handicap. Donc là, vous avez un peu notre logo, enfin plutôt notre leitmotiv, je dirais, qui facilite et sécurise le recrutement de personnes, de collaborateurs en situation de handicap. Parce que c'est vrai que vous allez dire, oui, dans notre titre, on pourrait mettre, oui, on pourrait parler d'insertion, on pourrait parler d'embauche. Voilà, on aime bien ce terme, voilà, plutôt recrutement pour là aussi être proche des discours entreprises ou de la culture entreprise. Donc, on parle plutôt de recrutement là où certains de mes collègues ont peut-être parlé d'insertion ou d'intégration. Nous, enfin, le choix qu'on a fait, le parti qu'on a pris, c'était, voilà, on parlait de recrutement de collaborateurs, effectivement, qui ont un handicap et donc, voilà, qu'on va devoir gérer un vecteur en plus dans des personnes qui ont eu des accidents de vie ou des parcours de vie un peu chaotiques. Et donc, étant dans le webinaire de l'inclusion, je me suis fait fort là, de vous mettre quelques diapos et quelques photos là, d'hommes et de femmes, hein, parce qu'on est là pour ça, et d'entreprises, parce que c'est le cœur aussi de ces webinaires là, d'entreprises qui nous font confiance, hein, parce qu'on est vraiment cette relation de confiance où, bah, vous voyez en bas, là, il y a un travail avec des banques. C'est clair qu'on a eu la chance de travailler avec des banques qui mettent de côté leurs critères habituels de recrutement pour s'ouvrir à de la diversité, s'ouvrir à des publics autres pour intégrer dans leurs équipes des personnes qui vont être ici chercher d'accueil bancaire, qui vont être là chercher de patrimoine. Voilà, c'est une entreprise qui ouvre tous les métiers à tout type de personnes qui sont prêts à s'investir dans une formation et une qualification pour arriver à l'ensemble des attendus sur le métier. Voilà, donc moi j'aime bien dire qu'au niveau d'IGEC, on est un facilitateur de rencontres entre voilà, des personnes plutôt éloignées de l'emploi ou comme j'évoquais là, qui ont du mal à rentrer dans l'entreprise parce que, vous le savez, les personnes handicapées, c'est ce que vous voyez sur les photos, on est plutôt des publics adultes, sous-qualifiés, qui ont travaillé à un moment donné dans leur carrière et survenu l'accident, la maladie, etc., ont perdu souvent ce boulot par ce biais-là. Et puis à un moment donné, il faut bien reprendre le chemin du travail et donc il faut se reconvertir sur un nouveau métier. Donc nous, notre job, c'est de trouver les compétences qui sont transférables sur ce nouveau métier et leur permettre d'apprendre de nouveaux métiers qui soient compatibles avec leurs problématiques de santé. Donc on est plutôt sur un public adulte, mais ce qui n'est pas forcément le cas de tous les GEC. Hein, d'ailleurs, un GEC est plutôt destiné à un public plutôt jeune, mais on est ouvert à tout public, et bien entendu, et comme j'évoquais la particularité, nous étant plutôt le public adulte. Donc j'ai des facilitateurs de rencontres entre des personnes handicapées et effectivement des entreprises. Je vous ai mis la diversité, c'est pour vous montrer que voilà, on a beaucoup d'entreprises qui nous font confiance. C'est 116 entreprises là aujourd'hui des Hauts-de-France qui font confiance au GEC pour le recrutement et qui sont prêtes à mettre de côté, comme j'évoquais, les critères habituels pour laisser la chance à des personnes qui ne rentreraient pas naturellement, ou en tout cas, notamment sur le CV, ça ne rentrerait pas dans l'entreprise.
L'idée aussi d'un GEC, et ce qu'évoquait Adeline, c'est que le GEC est l'employeur. On va être l'employeur pendant tout le parcours d'alternance. Quel intérêt d'être l'employeur? C'est-à-dire que là, on va rassurer les managers, les employeurs, les chefs d'entreprise, en disant, voilà, OK, on sait bien qu'on tente un pari, mais le risque employeur, c'est nous, GEC, qui le prenons. Donc, si ça ne va pas, je reprendrai mon salarié. Donc, oser accueillir la personne, oser tenter ce pari, oser ce pari qu'on peut faire ensemble. Et charge à nous, GEC, de vous montrer que ce pari peut être transformé en réussite. Et on va tout gérer pour vous, que ce soit effectivement le salariat, que ce soit l'intégration, que ce soit l'accompagnement, parce qu'un des mots forts dans un GEC, c'est l'accompagnement. On va être très, très présent sur chaque étape du parcours de la personne dans l'entreprise. Comme on est plutôt sur des publics qui sont éloignés de l'emploi, on se doit d'être très présent très régulièrement dans l'entreprise pour s'assurer que toutes les conditions de la réussite de l'alternance soient bien réunies. Donc, en entreprise, bien sûr, en centre de formation également. Mais pour vous donner un exemple, nous, le premier jour de l'intégration du salarié dans sa nouvelle entreprise, on y est. 15 jours après, on y retourne. À la fin de la période d'essai, on y retourne. Voilà, donc on est très, très, très présent pour vérifier que toutes les conditions de la réussite de l'intégration soient bien. Et puis, voilà, le surcroît, nous, on a en plus à gérer le handicap de la personne, donc on va mettre aussi en œuvre pour l'entreprise les aménagements de poste permettant que les conditions de travail de la personne puissent se faire dans une optimisation maximale et qu'elle puisse travailler malgré sa problématique de santé. On fête nos 20 ans cette année, on a 20 ans d'existence. C'est plus de 1000 collaborateurs handicapés qui sont passés par le GEC grâce aux entreprises adhérentes. Et c'est derrière un taux de sortie positive qui tourne tous les ans entre 70, on est monté en 2018 à 79% de sorties positives, parce que là, on va aussi travailler avec l'entreprise pour dire, voilà, l'alternance est terminée. Bon, il est bien, mon gars. Bon, maintenant, allez, vous le prenez, quoi. Donc, on va aussi argumenter là-dessus et on va essayer de convaincre l'entreprise de prendre la personne à l'issue de l'alternance. Donc, ce taux de sortie positive est un indicateur très fort dans les GEC, parce que c'est l'objet même d'un GEC d'être ce tremplin à l'emploi à un moment donné. Donc, c'est un indicateur, moi, au niveau que je suis très attentivement. Et puis, la force d'un groupement comme un GEC aussi, c'est s'il n'y a pas d'embauche pour X raisons dans une entreprise, c'est d'aller taper à la porte des autres entreprises dans le groupement en disant, voilà, j'ai un technicien de bureau d'études qui sort, qui est formé, qui est très bon, qui n'en veut. Et derrière, effectivement, la force du réseau fait qu'il y a toujours quelqu'un qui dit, moi, ça m'intéresse, est-ce que tu peux m'envoyer le CV, etc. Voilà sur... Voilà. Et puis les coordonnées pour te joindre. Éventuellement, voilà. Voilà, on a des questions. Peut-être pour compléter ce que tu disais, je reprenais du coup les chiffres. En 2019, on dénombrait du coup 7251 entreprises adhérentes des GEC. Donc voilà, donc c'est quand même un réseau qui grandit. Mais c'est aussi, du coup, c'est vraiment une porte d'entrée aussi intéressante, justement pour les structures d'insertion par l'activité économique, qui cherchent aussi, voilà, on a vu à travers Sève Emploi, à accompagner vraiment le salarié dans l'emploi et dans l'emploi durable. Le GEC peut être aussi une porte d'entrée parmi d'autres, hein, mais ça peut vraiment être une porte d'entrée pour les structures d'insertion par l'activité économique. Peut-être des questions. Alors, j'ai vu une question sur le chat. De manière très pratico-pratique, les GEC sortent des offres d'emploi. Elles sont où? Alors, il y a un certain nombre d'offres d'emploi qui sont du coup, quasiment systématiquement, tu me dis si je me trompe pour toi, mais en tous les cas sur Pôle emploi. Voilà,
voilà, les GEC publient voilà, et sur un certain nombre de réseaux. Comment tu pratiques, toi, François? Alors, non, mais effectivement, l'ensemble des GEC travaillent beaucoup avec les acteurs de l'emploi, Pôle emploi, Mission locale, Maison de l'emploi, etc. Nous, la petite particularité, c'est qu'on ne peut pas mettre d'offres sur Pôle emploi, étant donné que le critère handicap est discriminatoire. Donc, on va beaucoup s'appuyer sur le réseau des partenaires pour sourcer les candidatures, que ce soit les Cap emploi, que ce soit les missions locales, les maisons de l'emploi. Les offres, voilà, par exemple, sur notre GEC, toutes les offres sont en ligne sur le site. Donc, tout à chacun peut y postuler. Et je pense que la plupart des GEC le font également, de diffuser les offres. Il y a un vrai travail de partenariat avec l'ensemble des acteurs locaux pour trouver le public. Effectivement, donc sur les différents réseaux, sur le site de Pôle emploi, et puis ensuite, donc sur le site de la fédération, vous retrouvez l'ensemble de l'annuaire en fait des GEC. Donc je vous invite à consulter ceux qui sont proches de chez vous, vous faire connaître en tout cas en tant que structure d'insertion pour avoir accès, en tous les cas pour qu'ils puissent vous diffuser et mettre en place un partenariat durable avec eux. Et pour dire aussi que les GEC aussi sont présents sur la plateforme de l'inclusion donc la plateforme E2 dont parlait Marie-Vonne tout à l'heure. Et donc sur cette plateforme de l'inclusion, vous retrouvez à la fois l'ensemble des structures d'insertion par l'activité économique et les GEC, et que les GEC voilà, vont au fur et à mesure alimenter cette plateforme aussi avec leurs offres d'emploi ou en tous les cas leur type de métier, ce qui vous permettra de savoir un petit peu les spécificités de chaque GEC. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, excusez-moi. Bonjour. Frédéric Koulama, je suis délégué régional à la Fédération des acteurs de la solidarité océan Indien. Du coup, je suis basé à La Réunion. Hein. D'accord. Donc, je voulais juste savoir s'il existait un GEC à La Réunion, parce que j'en ai jamais entendu parler. Alors, il est tout nouveau. Il vient d'être labellisé. C'est un GEC agricole sur La Réunion. Je pourrais vous envoyer, du coup, je vais vous mettre ses coordonnées sur le chat. Ok, bon, bah, après, Voilà. c'est intéressant. C'est le premier GEC de La Réunion. Il y en avait eu un il y a quelques années sur le tourisme, mais ça avait été compliqué. Et du coup, voilà, il y a un autre projet de développement sur le sport. Voilà, et d'autres projets en cours d'études aussi. Et je vous invite à vous rapprocher de la Directe, notamment qui suit les GEC d'assez près sur La Réunion. Donc, on pourrait créer éventuellement un GEC IAE à La Réunion. Ça n'existe pas véritablement. Alors, tout dépend de ce qu'on appelle GEC IAE. Après, en gros, tout dépend des entreprises avec lesquelles vous voulez travailler. Mais on peut échanger là-dessus. Je vais vous mettre aussi mes coordonnées. Comme ça, c'est moi qui suis les DOM. Donc, du coup, c'est à la fédération, c'est pratique. Ça tombe très bien. Merci pour ces précisions. Et je profite que j'ai la parole pour faire un petit coucou affectueux à mes collègues de la FAS nationale. Je suis désolé, c'est un peu l'attachement, l'affiliation qui fait ça. Donc voilà, merci beaucoup. Hop. Merci Frédéric. Ouais, du coup, je reprends là les questions aussi. Une question, si je suis une SIAE que dans le cadre de SEV ou de mon activité classique, je travaille avec une entreprise, mais j'ai le sentiment qu'elle aurait besoin d'un petit coup de pouce d'ingec pour la décider à prendre des profils moins évidents, je l'envoie vers qui? Est-ce que je l'envoie vers la fédération des GEC? Oui, vous pouvez, comme ça on relaiera. Ou alors, voilà, contacter, regardez notre annuaire, le GEC, du coup, sectoriel ou multisectoriel dans votre près de chez vous, en tous les cas près de cette entreprise, pour orienter au mieux l'entreprise, oui, bien sûr. Après, c'est vrai qu'on retrouve typiquement dans la formation SEV, hein, le fait de travailler vraiment, peut-être que Marie-Vonne pourra répondre aussi sur le fait d'influencer, de travailler vraiment sur le recrutement des entreprises et de pouvoir, quand on dit justement tout le monde est employable dans SEV, c'est vraiment un principe
partir de ce principe-là, c'est du coup l'intégrer au sein de sa SIAE, mais justement le faire traduire par de l'accès à l'emploi dans les entreprises et de travailler sur les a priori, justement, qu'elles peuvent avoir des fois. Quoi. Alors, je vois une question sur est-il possible de bénéficier du dispositif SEV et comment? Donc, à Metz, là, je laisse peut-être Marine sur le déploiement. Si tu veux. Ouais, j'ai pas vu la question, et c'est pas affiché de mon côté. Mais alors, pour bénéficier de SEV, si c'est dans les Hauts-de-France, il faut s'adresser à Émilie Garbe, dont on avait mis la carte de visite. Il faut savoir que pour les Hauts-de-France, l'appel à mobilisation Grand Est. Bon, bah, Grand Est, ça marche partout aussi. Ça va être Élodie Petit-Genet. Je peux trouver son mail, vous le mettre directement dans la boîte de discussion. En gros, vous avez jusqu'au 6 novembre pour faire part de votre intérêt à participer dans SEV à Élodie Petit-Genet, donc du Grand Est. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vous proposer un entretien téléphonique pour vous représenter le programme beaucoup plus précisément que ce que je viens de faire moi. Et après, elle conviendra avec vous notamment d'une demi-journée de visite sur site, donc dans votre SIAE, pour rencontrer votre équipe, présenter aussi les principes de SEV à votre équipe et puis aussi pouvoir faire la visite de la SIAE, voir quels sont vos supports de production et remplir ce qu'on appelle, nous, une fiche de synthèse. Et c'est cette fiche de synthèse qui matérialise la candidature de la structure. Donc, l'appel à mobilisation, il se termine le 6 novembre pour manifester son intérêt. Et il y a après une quinzaine de jours encore pour programmer la visite sur site et remplir la fiche de synthèse qui doit être ensuite envoyée au plus tard, le 20 novembre au siège. Et nous tiendrons notre comité de sélection le 6 décembre pour pouvoir donner les résultats de qui sont les SIAE retenus et qui sont les SIAE qui ne sont pas retenus pour 2020 avant les vacances de Noël. Voilà. Et je cherche toujours le mail de Élodie pour pouvoir le transmettre. Juste pour compléter, parce que du coup, toute structure qui candidate ne peut pas être prise dans le programme puisqu'il y a un nombre limité. Et c'est là que justement, il y a la plateforme, donc j'avais mis le lien en début, enfin, vous tapez SEV Emploi, qui permet justement aussi de s'auto-former ou de s'acclimater avec les principes de SEV Emploi, même si on n'est pas retenu dans le cadre du déploiement. Si ce n'est pas cette année, ça peut être éventuellement l'année prochaine, mais justement, la plateforme est vraiment développée pour permettre aussi à tout le monde, même moi, personnellement aussi, je suis au programme de formation, pour vraiment voilà, s'approprier la démarche. Il y avait une question, oui. La FFGEC a-t-elle des délégations régionales ou des représentations régionales? Alors, oui, alors il existe des comités régionaux, donc des associations de GEC qui se sont créées au niveau de certaines régions. Et au niveau de la fédération, nous, j'ai des collègues et moi-même, on est structuré régionalement. Donc, si vous avez besoin d'un interlocuteur régional, n'hésitez pas à nous contacter du coup à la fédération. Soit directement moi, soit enfin voilà, je ferai le relais avec mes collègues. Sinon, sur le site de la fédération, dans Trouver un GEC, vous avez aussi les coordonnées des différents comités régionaux. Si vous souhaitez contacter directement la personne qui anime le comité régional. Voilà. Et du coup, notre objectif au niveau des régions, c'est à la fois d'accompagner au développement des GEC, donc des GEC existants, mais aussi potentiellement de nouveaux GEC. Donc, on a tout un process d'accompagnement sur les porteurs de projets. Et puis après, on accompagne au quotidien l'ensemble des GEC de France sur des problématiques qu'ils pourraient rencontrer, des besoins de développement, des questions liées au recrutement, à la vie associative. Enfin, voilà, on a un certain nombre de sujets sur lesquels on les accompagne. Il y a d'autres questions ou interventions. Après, je ne sais pas si le Zoom s'arrête automatiquement. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il s'arrête automatiquement à 18 h. Ouais.
Y a-t-il un lien entre les GEC et les aspects RSE pour les entreprises? Je vais laisser la parole à François. Oui, c'est vrai que les entreprises qui ont une démarche RSE voilà, sont plutôt, je dirais, plutôt dans la démarche GEC. C'est effectivement une première étape. Je dirais, deuxième étape, c'est que les actions faites par l'entreprise en cas du GEC sont labellisées, comme évoqué Adeline, et donc du coup reconnues comme actions sociétales. Donc l'accueil de salariés éloignés en alternance permet à l'entreprise de remplir ses actions RSE et diversité, et de surcroît remplir ses taux de quota d'alternants quand l'entreprise a plus de 250 salariés. Et puis quand ils prennent une personne handicapée, en plus ça rentre dans leur quota handicapé. Donc ça on compte à tout niveau là. C'est jackpot. Par contre, il y avait une deuxième sous-question. Du coup, est-ce que l'entreprise qui va dans un GEC a-t-il un intérêt fiscal? Non, en fait, il n'y a pas d'intérêt fiscal à aller dans un GEC, puisque c'est en fait un service voilà, on est sur une mise à disposition de personnel. Donc, en fait, voilà, ils achètent un service voilà, qu'ils payent et souvent avec une petite marge supérieure par rapport au fait de l'avoir pris en direct. Voilà. Donc, ils achètent aussi cet accompagnement global, ce service de recrutement que met en place le GEC, l'accompagnement dans l'emploi en permanence, la construction du parcours de formation. Voilà, c'est ce service-là que l'entreprise paye. D'autres arguments de vente des GEC pour les entreprises. Du coup, on a évoqué effectivement la question du sourcing. Si l'entreprise a du mal à recruter seule, c'est aussi pour ça qu'elle se tourne vers un GEC. C'est parce qu'elle a essayé seule de recruter, alors soit des publics, de trouver des profils qui correspondaient à ce qu'elle cherche, le bac+2 dont parlait tout à l'heure François. Ce profil-là, elle a du mal à le trouver. Et donc, à un moment donné, la difficulté de recrutement fait que il faut qu'elle trouve d'autres moyens de recruter. Et donc, le GEC est une solution pour elle en recrutant via l'alternance. Alors, parfois, ils ont aussi essayé l'alternance seule, mais c'est vrai que quand on est sur des publics qu'il faut accompagner, le faire seul quand on est une TPE ou une PME même, c'est compliqué. Voilà, ça reste complexe. Il faut aussi le GEC, c'est un service offert en termes de nombre de partenaires. Donc, le GEC s'entoure de partenaires et c'est vrai que c'est du temps d'entretenir ces relations avec les différents partenaires. Donc, tant que l'entreprise n'a pas forcément le temps de faire elle-même, donc voilà, c'est un certain nombre d'arguments aussi qui fait que les entreprises vont vers les GEC. Il y a aussi la question de la structuration de la formation. Il faut connaître les organismes de formation à proximité, comprendre aussi la manière dont fonctionne tout ce qui va être prise en charge des formations, prise en charge aussi AGFIP, etc. pour la question du handicap. Voilà, c'est aussi ce service-là qu'apporte le GEC. Et ensuite, l'accompagnement. Donc, l'accompagnement dans l'emploi, donc avec des déplacements, comme le disait François, au sein de l'entreprise, au sein de l'organisme de formation, pour s'assurer que tout se passe bien et lever potentiellement des difficultés d'un côté comme de l'autre. Voilà. Ouais, pour rebondir, c'est ça, ça part du postulat GEC, on a des entreprises qui cherchent à recruter et qui galèrent à recruter. D'un côté, on a des personnes à la recherche d'un emploi et on essaye à notre petit niveau de faire la jonction entre l'un et l'autre. Voilà. Et l'alternance nous permet, et l'offre des GEC nous permet de faire cette jonction pour une certaine partie du public. Donc après, la question c'était l'entreprise paye une prestation ou une adhésion. En fait, les deux. C'est-à-dire qu'il faut adhérer à l'association. Alors souvent, en fonction des GEC, l'adhésion est quand même minime. Voilà, on va de 1 € à
des GEC qui facturent en fonction de la taille de l'entreprise, voilà, au niveau de l'adhésion. Et ensuite, au niveau de la prestation, là, ça va vraiment dépendre du secteur d'activité, de la qualification visée, voilà. Et chaque GEC a aussi sa politique de tarification derrière. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le modèle économique d'un GEC, on est de la facturation, donc on ne vit que par la facturation entreprise. 80% d'un budget d'un GEC, c'est de la facturation. Donc on n'est pas subventionné par l'État, on n'a pas d'aide au poste, par exemple, on n'est pas du tout dans ce dispositif-là. On a quelques aides de la directe sur l'accompagnement renforcé sur certains publics, mais le principe, le schéma économique, voilà, c'est financé par les entreprises qui adhèrent. Y aurait-il un intérêt à faire de la pub pour les GEC auprès d'entreprises investies dans des fonds de dotation auprès d'associations d'insertion sociale, mais non encore investies dans les GEC? Je ne suis pas sûre de bien comprendre la question. Oui, voilà. Comme on n'est pas beaucoup, je peux compléter à l'oral peut-être? Complètement. C'est plus simple. En fait, il y a des entreprises, parfois grosses et de taille importante, qui font partie de fonds de dotation de certaines associations qui sont dans le réseau FAS, mais côté hébergement, accès au logement. Je pense par exemple, je dis n'importe, enfin, c'est pas n'importe quoi. Il y a un fonds de dotation d'un adhérent sur l'arrondissement de Lille. L'Oréal fait partie du fonds de dotation. Si L'Oréal ne fait pas partie d'un GEC sur l'arrondissement, on peut supposer, parce qu'ils sont dans un fonds de dotation, qu'ils ont une certaine sensibilité aux questions sociales et compagnie. Est-ce que du coup, ça ne vaut pas le coup à un moment donné de faire le croisement de ce genre de trucs et d'aller toquer à la porte de L'Oréal en disant hey, « vous faites déjà des trucs dans des fonds de dotation, par contre, vous pourriez aussi rentrer dans un GEC ». Complètement. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Si l'entreprise est, comme vous disiez, inscrite dans une démarche RSE, diversité, enfin, on appelle ça comme on veut, on peut dire qu'elle peut être sensible à la démarche d'un GEC. Donc, c'est une entreprise, je pense qu'il faut aller, auquel vous présenter l'offre de service et la démarche GEC. Elle prend ou elle ne prend pas, mais au moins qu'elle ait connaissance de ça. Bon, voilà, c'est une piste de travail pour la Fédé des GEC. C'est ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non, je pense qu'on peut s'arrêter. Je pense qu'on va s'arrêter là. Ouais. Merci en tout cas d'avoir suivi ce webinaire. Merci à la Fédération des acteurs de la solidarité d'avoir co-animé ce temps avec nous. Et puis merci à Marine, à Marie-Yvonne et à François pour leur témoignage, en tous les cas, sur ces deux dispositifs. On vous a mis du coup dans le flux différents supports. N'hésitez pas à les récupérer, à aller voir nos sites internet aussi sur ces deux dispositifs. Voilà, Colline, si tu souhaites ajouter quelque chose. Non, merci, effectivement. Et puis voilà, ne pas hésiter à contacter s'il y a besoin, que ce soit au niveau siège ou Hauts-de-France. Voilà. Et très bonne fin de journée à vous tous. Et puis à bientôt. À bientôt. Merci à tous. À bientôt. À bientôt.